Bonjour à tous. Beaucoup d'entre nous cherchent à donner du sens à leurs investissements. Ce live va être une bonne occasion de voir comment il est possible d'y parvenir. Parlons de la forêt. La forêt est indispensable à la régulation du climat. En capturant et stockant le dioxyde de carbone, le fameux CO2 qui réside dans l'atmosphère, elle agit comme un véritable puits de carbone, permettant de réduire les gaz à effet de serre responsables du réchauffement. En France, les forêts couvrent aujourd'hui environ 31% du territoire national, une superficie, et cela va peut-être vous surprendre, en constante progression depuis des décennies. Cependant, et c'est là que le bât blesse, malgré l'extension des surfaces forestières, l'efficacité de la forêt en tant que puits de carbone est en déclin. Lors de la dernière décennie, la capacité de séquestration de carbone des forêts a reculé d'un tiers selon l'IGN. Comment expliquer ce paradoxe ? Eh bien, la réponse réside dans la gestion de nos forêts. Une forêt mal entretenue, une forêt vieillissante ou soumise à des stress climatiques, comme les sécheresses ou les incendies, voit sa capacité à stocker du carbone s'affaiblir. On mesure donc toute l'urgence de revigorer notre parc sylvestre. Pour redonner toute son efficacité environnementale à la forêt, il faut une gestion réfléchie et continue de cette même forêt. Et c'est là qu'intervient le GFI, le groupement forestier d'investissement. Nous allons voir ensemble de quelle manière, avec un exemple, celui du GFI Cœur Forest, on peut, avec un véhicule financier, améliorer concrètement les choses. Le gérant de Cœur Forest est d'ailleurs avec nous, Jean-Philippe Roux. Bonjour. Bonjour Vincent. Alors, je vous ai présenté comme un gérant, Jean-Philippe, mais vous êtes avant tout un forestier. Vous sillonnez les forêts. Oui, c'est vrai que je passe beaucoup de temps en forêt, le plus clair de mon temps en fait en forêt. Vous passez votre vie en forêt. Je passe ma vie en forêt. Et vous allez nous en parler éloquemment, j'en suis sûr. Également présent avec nous, Pierre-Yves Bachelier. Pierre-Yves, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, pour votre part, Pierre-Yves, vous êtes ingénieur patrimonial chez Maïf Solutions Financières et nous reviendrons sur la vocation financière du GFI. Quelques mots à propos du déroulé de ce live. Il comportera deux parties. Durant la première, nous verrons avec Jean-Philippe et Pierre-Yves comment la forêt peut être mieux gérée, mieux travaillée afin de la rendre plus performante au plan environnemental et comment le GFI est un instrument très utile pour parvenir à cet objectif. Nous consacrerons 20-25 minutes à cette première partie. La seconde consistera en une séquence de questions-réponses d'une quinzaine de minutes. Pour pouvoir poser vos questions tout au long de ce live, vous trouverez sous la vidéo un module prévu à cet effet. Jean-Philippe, je pense que c'est important d'insister, mais nos forêts ne se portent pas très bien. Je vais donner quelques chiffres. Selon l'IGN, la mortalité des arbres s'est accrue de 80% en 10 ans et on note un ralentissement de la croissance annuelle des arbres. Nous sommes passés d'un volume de 91,5 millions de mètres cubes. Vous voyez comme je suis précis. Donc ça, c'est par an. C'était entre 2005 et 2013. Et maintenant, on est à 87,8 millions de mètres cubes entre 2013 et 2021. C'est une baisse de 4%. Or, c'est un problème parce que les forêts jouent un rôle crucial dans les équilibres écologiques et dans la lutte contre le réchauffement climatique. Vous me le confirmez ? Tout à fait, hein. Les forêts, c'est vraiment le poumon vert. C'est le poumon de notre planète en fait. On en a deux. Il y a les océans, qui est le premier vecteur pour capter le CO2. Et tout de suite après, c'est la forêt. Sur les océans, bien sûr, il est très difficile d'agir. Sur la forêt, on peut agir. Donc la gestion forestière est très intéressante parce que ça nous permet de capter plus de carbone que la forêt le ferait par elle-même par des techniques particulières. Mais la forêt, c'est pas seulement du bois, c'est aussi tout un écosystème. On appelle ça des services écosystémiques. Donc la forêt, elle sert aussi à filtrer l'eau, à retenir l'eau. Et on voit lors des catastrophes qu'il y a eu, des forêts de montagne sont là aussi pour garantir la pérennité des sols et éviter l'érosion. Et ça évite les glissements de terrain. Ça évite les glissements de terrain et on voit que quand on déforeste, eh bien, effectivement, l'eau ruisselle et elle n'est plus captée par les racines. Donc, filtration de l'eau, c'est vraiment très important, c'est un rôle majeur. Après, la forêt, c'est un méga climatiseur.
Tout le monde, en ville, l'été, quand il fait chaud, au mois d'août, on va dans le parc, on a déjà 3, 4, 5 degrés de moins. Et bien, la forêt, c'est pareil. Ça fait descendre la température au niveau de la localité où est située la forêt. Donc ça, c'est très important et ça joue beaucoup sur le climat, par l'évapotranspiration aussi. Et le plus important, 80% de la biodiversité terrestre, elle se trouve en forêt. Je le répète, 80% de la biodiversité terrestre est en forêt. Il ne faut pas trop la chercher en ville, il faut moins la chercher à la campagne qu'à une époque, puisqu'on met beaucoup d'entrants dans les cultures et des pesticides, du glyphosate, etc. La forêt, c'est 100% bio et c'est 80% des biodiversités. C'est une forêt humaine aussi. On oublie souvent de le souligner, la forêt, on aime tous aller se promener dedans, chercher des champignons. Certainement que les gens qui nous écoutent ce soir, peut-être une partie ont été cueillir les champignons cet automne, puisqu'on a eu une très très belle récolte, parce qu'on a eu beaucoup d'humidité. Et c'est un vecteur humain, mais c'est aussi un vecteur de la santé mentale et corporelle. Quand on arrive dans une forêt, au bout de 15 minutes, c'est prouvé par des études scientifiques que font beaucoup les Japonais, au bout de 15 minutes, on a la fréquence cardiaque qui ralentit, son champ de vision s'ouvre, on est mieux à l'écoute de ce qui se passe, et des silences et des bruits de la forêt, donc on se sent bien. Et au bout de 5 heures en forêt, on a prouvé, ça c'est toujours les Japonais qui ont fait cette étude, qu'on gagnait beaucoup en système immunitaire, donc on renforçait le système immunitaire. Donc c'est apaisant et c'est bon en fait pour le métabolisme. C'est bon pour le métabolisme. Et pas que ça, on a aussi des plantes médicinales qui sont issues de la forêt, on a des plantes aromatiques, donc des champignons, on l'a dit. Donc tout ça, ça nous rend des services écosystémiques qui ne sont pas forcément mis en avant, parce qu'on pense toujours forêt, bois, mais c'est pas que ça. Oui, vous avez raison d'insister sur les plantes médicinales, parce qu'une bonne partie en fait, des molécules que l'industrie pharmaceutique exploite proviennent de la forêt. C'est ça. Alors, pas tout le temps les forêts françaises, des fois c'est les forêts tropicales, mais une grosse partie provient de la forêt. Donc la forêt, ça vous l'avez dit, mais c'est important d'insister, c'est 80% de la biodiversité, donc on ne peut pas négliger la forêt. Non. Et c'est le deuxième poumon de la Terre après l'océan. Exactement. Bon, donc ça permet de filtrer l'eau, de retenir les sols, c'est un méga climatiseur et ça fait du bien au corps et à l'esprit. Très bien, mais je l'ai dit en préambule, les professionnels estiment qu'une bonne partie de la solution au problème de la forêt vient de la gestion. En quoi ? Alors vous l'avez dit en préambule, on a perdu en capacité de stockage carbone. Aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse. Moi, quand j'ai commencé mon métier il y a une vingtaine d'années, on parlait que du matériau bois. Aujourd'hui, on s'inquiète du carbone, on s'inquiète de la biodiversité. Donc effectivement, quand on va mieux gérer la forêt, on va optimiser ce puits de carbone. Et une forêt qui est mal gérée, c'est une forêt qui est vieillissante. On a des arbres qui sont des sprinters. On va prendre l'exemple d'une pessière. Donc c'est une forêt d'épicéas. On appelle ça une pessière. Quand elle est mature, une forêt d'épicéas qui a 80 ans, elle va monter, monter, monter. On aura une seule strate, et on aura un bois qui va être complètement noir. Si elle n'est pas gérée, il y aura plus de lumière qui va arriver au sol. Et donc on aura une seule essence ou deux essences, où il nous faudra un cortège de 5-6 essences forestières. Donc on perd en diversité. On perd en diversité. On a des arbres qui sont vieillissants, qui deviennent séniles, qui vont tomber et qui vont restituer le carbone instantanément par le pourrissement en fait. Donc une forêt qui n'est pas gérée, c'est pas optimisé pour toute la partie climatique. Donc on a un vieillissement uniforme, c'est ça ? Oui. Et donc on a par ce vieillissement uniforme une domination des espèces les plus fortes. Exactement. En général, on voit une ou deux espèces les plus fortes, plus de lumière au sol, donc plus de régénération, et on a la même classe d'âge aussi. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir des gros bois et on n'a plus tout le cortège des petits bois, des moyens bois, des gros bois et des très gros bois. Et on a aussi un problème, c'est que parfois dans les forêts, les espèces ne sont pas adaptées finalement aux enjeux climatiques actuels. Voilà, si on reprend l'exemple de l'épicéa, aujourd'hui on a un petit insecte qu'on n'aime pas beaucoup, nous forestiers, qui s'appelle le scolyte. C'est un petit insecte qui vole. C'est pas un papillon, mais c'est un petit insecte qui vient de l'Europe de l'Est, qui contamine les forêts. Donc ça a commencé par la Pologne, et là on arrive à l'Allemagne, c'est très très fort. Toutes les forêts plantées d'épicéas sont en train de dépérir. Et maintenant, tout l'est de la France, ça commence à Grenoble et ça arrive jusqu'en Auvergne. Et ça poursuit. Donc en fait, ce petit insecte peut coloniser une plantation d'épicéas. Alors la bonne nouvelle, c'est que sur l'épicéa pour l'instant, principalement sur l'épicéa.
Mais en 15 jours, vous pouvez avoir 1 hectare qui va être complètement ravagé par ces scolites. Donc, c'est des petits insectes qui vont faire le tour de l'écorce de l'arbre. La sève monte par l'écorce, donc la sève ne pourra plus alimenter les feuilles. Donc là, on a une défoliation qui se fait et tout de suite, le peuplement il sèche. Et là, c'est irréversible. Donc la seule solution, c'est de faire des coupes rases, tout raser et replanter. Et nous, c'est surtout ce qu'on ne préconise pas. Il faut éviter absolument de faire des coupes rases et replanter parce qu'il faut qu'on garde toute la biodiversité qui est au sol. Alors, ce qu'on comprend bien, c'est que, en tout cas, dans une forêt qui n'est pas gérée, donc on a un vieillissement uniforme, on a un manque de diversité, et justement, quand on a l'agression d'un parasite comme le scolite, finalement, qui va s'attaquer à une espèce, si on n'a qu'une espèce dans la forêt, ben, c'est toute la forêt qui meurt. C'est ça. Alors que si on avait eu que 20% d'épicéa, ben on aurait 20% qui seraient condamnés, mais il nous resterait 80%. Donc nous, on va chercher, par une gestion optimum, en fait, à avoir plusieurs essences d'arbres dans la même forêt, et surtout à maturité différente. On va prendre notre exemple, la chalarose. Là, c'est encore un peu technique, mais c'est un champignon qui vient aussi de l'Est et qui va s'attaquer aux frênes. Eh bien, il va s'attaquer surtout aux jeunes frênes, là, par contre. Ce n'est pas les vieux frênes, mais les frênes qui ont entre 2 ans et 4 ans vont être complètement disséminés dans une forêt. Donc c'est pareil. Plus on va avoir d'essences mélangées, plus la forêt sera résiliente. Alors je vous rassure, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. On a aussi des essences qui se comportent bien. Et la bonne nouvelle, c'est que d'une essence à l'autre, une essence ne contamine pas, le frêne ne va pas contaminer l'épicéa et vice-versa, ou le Douglas ou le chêne. Alors pour que ça soit bien clair pour tout le monde, justement, quel est le lien avec le CO2 et la séquestration de carbone, finalement, entre cet état de la forêt et le manque d'efficacité de la forêt en tant qu'outil de captation du carbone? Eh bien, une forêt vieillissante, en fait, elle va moins stocker de carbone, puisqu'elle va arriver à un stade de vieillissement, et à partir de là, elle va plus grossir, elle va plus stocker de carbone. Donc, elle va arrêter d'absorber du carbone. Après, les arbres vont tomber au sol et vont pourrir. Si on fait rien, en fait, c'est ce qui va se passer. Ça va Si on a, libérer le carbone, en plus. et ça libère tout de suite le carbone. Et si on la gère, on va essayer de déterminer. Alors, c'est un travail à long terme, hein. Quand on est forestier, on a toujours un horizon d'une centaine d'années. Parce que quand on va planter un chêne pour qu'il soit récoltable, il va se passer 150 ans. Quand on plante un épicéa, un résineux, un Douglas ou un pin sylvestre, et ben là, il va se passer entre 50 et 80 ans. Donc, on a toujours une projection qui est très très loin. Et on va essayer d'avoir un arbre optimum. On va essayer de travailler à son profit pour qu'il soit un arbre qu'on va pouvoir commercialiser dans son intégralité et sur un marché de charpente, par exemple. Là, la charpente, on va couper notre arbre, on va l'emmener à la scierie, on va le transformer en charpente. Et cette charpente, je tiens à préciser qu'on fait aussi le circuit court, donc c'est fait localement. La charpente, il va conserver ce carbone qu'il y a dans le bois pendant au moins 80 ans. Ça peut être aussi pour des meubles, des douelles de tonneaux, pour les mérindiers, pour faire des barriques. Donc là, on va avoir un stockage optimum. Donc là, oui, c'est un bon exemple de la gestion de la forêt, finalement. Là, on va chercher à gérer la forêt pour avoir un optimum de qualité de bois. Donc, du bois de charpente plutôt que du bois de chauffage. Exactement. Le bois de chauffage, il a mis 150 ans à stocker du carbone, l'arbre. On va le brûler tout de suite, c'est restitué instantanément dans l'atmosphère. Quand on mélange les essences, on diminue aussi un certain nombre de risques. Est-ce en termes de catastrophes naturelles ou pas? Est-ce qu'on diminue les risques d'incendie? Est-ce qu'on diminue les risques face aux tempêtes, aux ouragans? Exactement. Donc on a parlé des risques sanitaires. On a aussi des risques incendies. Donc on a vu il y a 2 ou 3 ans des gros incendies en France qui touchaient principalement une région. Effectivement, quand on va mieux gérer la forêt, on va avoir des strates différentes. Au lieu d'avoir tous les arbres à la même hauteur, à 30 ou 40 mètres de haut, on va avoir des petits arbres sur 8 mètres. Ceux qui auront une vingtaine d'années seront à 20, 25 mètres, et ceux qui auront 40 années seront à peu près à 40 mètres de haut. Ça, c'est sur des forêts qui fonctionnent bien. Et en fait, si on a un incendie passe, eh bien, on va pas. Tout ça, le fait qu'il y a des strates différentes, va ralentir. Il passera quand même l'incendie, mais ça va ralentir. Ça permet au service d'incendie de venir beaucoup plus rapidement. Ça leur laisse un petit peu de temps. Et avant tout ça, on a prévu aussi un corridor pour faire des pare-feux et des chemins forestiers. Et on ne peut pas dire qu'on nettoie la forêt, mais on va faire en sorte qu'en périphérie des routes, on ait une bande de sécurité.
Ça, c'est pour les incendies. Pour les incendies. Et ça fonctionne très bien pour, enfin, un peu mieux pour la tempête. Alors, pour les plus anciens, ont connu la tempête 89. Après, on a eu la tempête 99, on a eu la tempête 2009. Donc, Mhm. en forêt, on n'aime pas les années en neuf. Et là, on a eu des vents très très violents, vraiment des méga tempêtes qui ont tapé tout le pays. Et on s'est rendu compte que déjà, il y a l'orientation, hein. Une forêt est, bien sûr, sera moins exposée qu'une forêt ouest, puisqu'on a des vents dominants d'ouest. Donc, dans le choix de la sélection des forêts, nous, on va choisir des forêts plutôt orientées nord et est. Mhm. Et après, de fait qu'on ait des strates différentes, un système racinaire vont communiquer entre eux, en fait. Et comme on ne va pas avoir le même système racinaire entre les feuillus et les résineux, tout ça, ça va mieux se tenir. Ça va mieux tenir au vent. Il ne faut pas rêver. Quand on arrive à des vents de 190, 200 km/h, Non. il n'y a rien qui résiste. Mais déjà, ça permet d'avoir une imitation, puisqu'on va parler en fréquence. Et quand on arrive sur une futée régulière d'un même strate, ça va tomber comme des dominos, puisqu'on aura, on aura une fréquence qui va faire tomber tous les arbres d'un coup. Alors quand on a des mélanges d'essence, ça va mieux résister. Et il faut vraiment la main du forestier pour assurer ce mélange Il faut la d'essence. main du forestier pour optimiser, en fait. Donc, le mélange d'essence, ça permet, si je vous ai bien suivi, euh, Jean-Philippe, ça permet donc de réduire l'impact des catastrophes naturelles. Ça ça n'éradique pas le problème, hein. Jamais on pourra le faire. Non, Oui. mais en tout cas, ça limite. On a également, finalement, une réduction du risque sanitaire, puisqu'on peut assurer la survie d'une forêt si une espèce est attaquée. Voilà. Donc, c'est là où le forestier intervient. Le forestier, alors, est-ce qu'il ne doit pas travailler la lumière? Parce que c'est une expression qu'on entend parfois pour que la forêt, elle vive. Parce qu'on a l'impression, quand on est un urbain qui n'y connaît rien, que finalement la forêt, elle se débrouille bien toute seule. Mais euh, pour avoir entendu un forestier s'exprimer et parler et utiliser cette expression, est-ce que vous la faites vôtre ou pas? La lumière, on travaille qu'avec ça, en fait. L'espace et la lumière. C'est-à-dire qu'on va ouvrir, des peuplements, pas très grands, des surfaces qui font 300, 400 mètres carrés. Et sur ces surfaces-là, alors, ce qui nous intéresse, c'est la lumière latérale. C'est pas la lumière qui vient au-dessus, c'est vraiment latéral. Il faut qu'on calcule en fait la course du soleil pour pouvoir inonder la parcelle forestière. Et c'est là, quand on aura le mélange eau et lumière, Mhm. que les graines vont germer. Et là, on va refaire de la forêt naturellement, en fait. Donc, effectivement, c'est pour ça que les forestiers ne sont pas des très bons chercheurs de champignons, parce qu'on a toujours la tête en l'air. Et on va observer les hauts-pieds des arbres, c'est-à-dire la coupole des arbres. Et on va regarder, est-ce que les arbres se touchent? Est-ce qu'il y a la lumière qui rentre, etc. Donc on va toujours avoir une gestion de la lumière. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est primordial. La sylviculture, c'est la culture de l'arbre, en fait. Le sylviculteur, il va gérer sa lumière, il va gérer son espace, il va gérer son écosystème. Bon, on comprend que c'est une science, hein, la sylviculture, à vous écouter, c'est assez passionnant. Alors, en France, on a 75% de la forêt qui est détenue par des propriétaires privés, hein, souvent répartis en petites parcelles, hein, c'est très morcelé. Est-ce que justement ce morcellement est un frein structurel à la bonne gestion de la forêt? Oui, ça c'est le poids de notre histoire. Donc on a eu depuis le Moyen Âge, de la forêt, après on a eu de la forêt privée. Cette forêt privée était détenue par des agriculteurs, était détenue par des propriétaires, des notables en général. Mhm. Et au fil des successions, quand on avait 100 hectares, on avait redivisé en 50 et après la succession suivante encore redivisé et on arrive aujourd'hui à avoir la majorité 80 des propriétaires qui ont moins d'un hectare. Donc quand on est propriétaire d'une forêt, qu'on n'habite pas le village, parce que bien souvent ils sont retournés travailler en ville, dans une montagne où on n'a plus le cantonnier sur place pour nous faire voir où était la forêt, on ne va pas gérer sa forêt en fait. Parce que ça coûte cher, Mhm. il faut faire une piste pour aller dans la forêt, il faut avoir une connaissance, un bagage technique, une expertise que bien souvent le propriétaire n'a pas parce que c'est pas un professionnel. Il a hérité de sa forêt, voilà, et puis il se renseigne un petit peu, mais il voit que c'est très compliqué, il demande conseil à beaucoup de gens et on a encore beaucoup de maquignonnage en forêt, donc c'est pas facile à avoir un conseil éclairé, quoi. Mais donc c'est là que le GIFI intervient finalement. C'est là que sur des véhicules comme le GFI, en fait, le GFI c'est une tirelire où on va mettre à l'intérieur, on va acheter des forêts avec l'épargne.
de tous nos souscripteurs. Ça nous permet d'avoir des moyens financiers suffisants pour acheter des grandes parcelles. Entre, même on peut faire quelque chose de très bien avec 10 hectares, 20 hectares, 50, 100 hectares, c'est mieux. On va pouvoir gérer cet espace-là et faire ce mélange d'essence aussi entre feuillus et résineux sur ces parcelles. On va pouvoir ouvrir des pistes. Il faut savoir qu'un forestier fait beaucoup de génie civil, hein, donc on va faire des pistes forestières qu'on va empierrer. Et une fois qu'on a fait la piste forestière, on passe toujours à cet endroit pour ne pas tasser les sols à côté. Donc c'est important, on appelle ça le cloisonnement, de cloisonner la forêt, de pouvoir accéder dans toutes les parcelles. Donc ça c'est vraiment primordial et il n'y a que un GFI ou un gros propriétaire qui peut faire ces investissements. Et une fois qu'on les a fait, par contre, c'est pérenne dans le temps. Une fois qu'on a fait une piste forestière, ça dure une cinquantaine d'années. Donc c'est un outil de gestion de la C'est un forêt. outil de gestion de la forêt et ça nous permet d'appliquer des techniques aussi, alors qui sont pas nouvelles ces techniques, hein. C'est ce qu'employaient en fait nos anciens avant l'ère industrielle. On a- Pendant l'ère industrielle, quand on travaillait la forge beaucoup, quand on travaillait le charbon pour faire des bois de mine, quand on travaillait la verrerie, Mhm. on avait besoin de chauffer beaucoup. Donc il fallait beaucoup de bois de chauffage. Donc on a fait des futaies régulières depuis l'ère industrielle. Mais avant l'ère industrielle, ben nous, on gère la forêt comme les géraient nos arrière-grands-parents, où ils prenaient juste ce qu'ils avaient besoin, le jour où ils en avaient besoin, pour faire la charpente de l'immeuble, pour marier la fille. Ils prenaient un petit peu plus. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Et on avait déjà, c'était la caisse d'épargne de l'époque, en fait. Mhm. C'était, nous, on appelle ça le livret arbre. C'était le livret arbre de Jolie l'époque. expression, On allait, le livret on arbre. allait chercher les arbres qu'on avait besoin. Donc on faisait du jardinage. Mhm. Et nous, on fait ni plus ni moins que du jardinage. Bon, en tout cas, c'est un jardinage passionnant et utile. Mais il y a un aspect financier. Alors, je me tourne vers vous, Pierre-Yves, puisque le GFI a un objet forestier. On l'a bien compris en écoutant Jean-Philippe, mais il a un objet également financier. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cette qualité financière du GFI? Le GFI, oui, c'est un bon moyen pour les investisseurs privés de participer à cette valorisation économique, mais aussi écologique, de terres qui sont souvent, vous l'avez dit, sous-exploitées, mal exploitées lorsque ce n'est pas géré. Et en gestion de patrimoine, lorsqu'on a affaire à nos sociétaires, qu'on analyse leurs besoins, qu'on fait un diagnostic de leur situation, le GFI a une place, a toute sa place finalement pour diversifier des patrimoines. C'est une classe d'actifs, la forêt, à part entière lorsqu'on est amené à réfléchir en termes d'investissement. C'est pour ça que la Maïf a sélectionné 2 partenaires, dont Sogenial, hein, gérant du GFI Cœur Forest ici présent, qui répondent aux exigences qui sont assez fortes, hein, de la Maïf en termes de gestion durable des forêts. Bon, ça, c'est capital. Cela dit, je vais revenir à des questions un peu triviales, mais quand on investit, on cherche à avoir un retour sur investissement. Qu'est-ce qu'on peut espérer en la matière? Mais il y a 2 niveaux de retour sur investissement possibles. Il y a l'aspect revenu que peut générer le GFI et il y a l'aspect plus-value. Sur le plan du revenu, c'est essentiellement pour un GFI composé des coupes de bois. Pas de coupes rases, hein, des coupes raisonnées et des coupes qui correspondent à ce qu'une forêt peut fournir, hein, chaque année, sans mettre à mal son patrimoine. Ces coupes de bois représentent en moyenne, en termes de rendement, 0,5 à 1,5 chaque année. Le GFI, disons-le, ce n'est pas un outil privilégié de revenus complémentaires réguliers. D'ailleurs, les gérants peuvent soit distribuer, soit capitaliser ces revenus. L'autre aspect, c'est l'aspect valorisation. Et pour cela, il y a une slide qui peut s'afficher au moment où je vous parle, c'est de regarder l'historique de la valorisation des massifs forestiers en France. C'est-à-dire que le prix moyen de l'hectare de forêt a plus que doublé entre 2000 et 2023. Ça représente une valorisation annuelle en moyenne équivalente à un peu plus que 3%. Et ce, de manière très peu volatile, contrairement à certains actifs en gestion de patrimoine qui peuvent évoluer en dents de scie. La forêt, c'est plutôt très linéaire. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on peut attendre de toute façon 3% dans les années à venir, parce que les performances passées ne doivent pas préjuger, on le sait bien, hein, des performances futures, mais c'est néanmoins un bon indicateur. Donc, en tout cas, l'actif forestier s'apprécie régulièrement dans le temps. On peut dire ça, à son rythme, mais il le fait. En tout cas, il l'a fait dans le passé.
Le GFI présente également des avantages fiscaux, non? Oui, tout à fait. Il y a 3 types d'avantages fiscaux et on sent bien à travers ces avantages fiscaux que le législateur a souhaité inciter, et favoriser l'investissement en forêt et donc la forêt, le GFI, c'est plutôt un couteau suisse en gestion de patrimoine, un peu comme, ce que peut être l'assurance vie. Parce qu'il a 3 niveaux d'optimisation fiscale. Un au niveau d'impôt sur le revenu, 2 au niveau de la transmission de patrimoine et 3 au niveau de l'IFI, impôt sur la fortune immobilière, pour les personnes qui sont concernées. Sur le plan de l'impôt sur le revenu, il s'agit d'une réduction de l'impôt en fonction de l'investissement. Si par exemple vous, Vincent, vous investissez 10 000 € en part de GFI, eh bien vous aurez l'année suivante 18% de réduction, à savoir 1 800 € de réduction de votre impôt, sous condition de conserver les parts de GFI pendant au moins 7 ans. Et sachant que cette réduction d'impôt est soumise au plafonnement des niches fiscales, on ne peut pas avoir plus que 10 000 € de certains avantages fiscaux chaque année. Il y a des possibilités de report, mais c'est un petit peu technique et on fait attention, c'est du cas par cas en fonction de nos sociétaires. En tout cas, il y a bien cet avantage en termes d'impôt sur le revenu. Deuxième avantage, c'est au niveau de la transmission. En cas de décès ou bien de donation, il faut savoir qu'il existe une exonération de 3/4 de la valeur des actifs forestiers qui composent un GFI. Un GFI est composé en très grande majorité d'actifs forestiers, bien sûr. Il faut savoir qu'il y a un petit peu de trésorerie. Et si vous souscrivez par exemple 45 000 € de parts de GFI, dont 5 000 € équivalent trésorerie, et bien sur les 40 000 € d'équivalent actif forestier, il y aura 3/4, à savoir 30 000 € qui seront exonérés de droits de succession ou de donation. Donc sur 45 000 € souscrits, c'est près de 75% de la valeur globale en réalité, et ce, sans limite de montant. Et du côté de l'IFI, on a une exonération également? Oui, tout à fait. Du côté de l'IFI, on a une exonération totale, quand bien même les actifs forestiers, ça fait partie juridiquement de l'immobilier qui devrait être soumis à l'IFI. Ben là, il y a une exonération totale pour le groupement forestier d'investissement au niveau de l'IFI. À qui s'adresse le GFI? À quel type de profil? Mais outre le fait d'être intéressé par la forêt, et ça peut concerner vraiment tout un chacun, puisque ça a beaucoup de sens, comme on l'a vu avec Jean-Philippe à l'instant. Sur le plan purement fiscal, on a plutôt trois types de profils qui sont fonction de l'âge finalement. On a les personnes qui sont actives, qui travaillent et qui vont être plus facilement intéressées par la réduction d'impôt sur le revenu. On a des personnes qui sont retraitées, mais jeunes retraités, et qui pourront éventuellement souhaiter réduire leur impôt sur le revenu au moment où ils souscrivent des parts de GFI, mais qui pourront également, l'un n'empêche pas l'autre, c'est tout à fait cumulatif, profiter d'une transmission, soit par décès à long terme, soit par donation de manière anticipée, optimisée. Et puis, on a parfois des personnes qui sont un peu plus avancées en âge et qui vont vraiment être plus intéressées par cet aspect transmission, avec des souscriptions parfois un peu plus importantes, et c'est un bon levier pour optimiser. Et d'ailleurs, on peut rappeler que passé 70 ans, eh bien, en assurance vie, qui est quand même un outil phare de la gestion de patrimoine, bah, les avantages deviennent un petit peu moins conséquents en termes de transmission. Il se trouve que le GFI peut être un bon relais si la situation de nos sociétaires s'y prête. Puis enfin, il faut rappeler que lorsqu'on n'a pas d'héritier en ligne directe, toujours en termes de transmission, eh bien, les droits de succession peuvent parfois être forts. Si vous avez comme héritier vos frères et sœurs, vos neveux et nièces, voire même des tiers, les tranches d'imposition peuvent aller jusqu'à 45, 55, voire 60%. Et dans ces cas-là, eh bien, le GFI peut avoir encore plus de sens. Donc si je récapitule, on a une réduction d'impôt sur le revenu, si on veut. On a surtout un gros avantage en termes de droits de succession. Ça, c'est très important. Et on n'a pas de taxation à l'IFI avec une forêt. Donc ça aussi, c'est un aspect à retenir pour les gros patrimoines immobiliers. Jean-Philippe, on a compris, je l'espère, qu'une forêt avait besoin d'être travaillée et gérée. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'actions récentes que vous avez entreprises au sein de vos forêts? Oui, on va parler d'une forêt, dont on a fait l'acquisition à Milly-la-Forêt, qui est à côté de la forêt domaniale de Fontainebleau,
que beaucoup de gens connaissent, une Mhm. forêt plutôt emblématique d'Île-de-France. Là, pour le coup, c'est le poumon vert de l'Île-de-France, Fontainebleau. Ça a été aussi la forêt des pré-impressionnistes et puis des rois de France. Donc, on a eu la chance de pouvoir acquérir une parcelle privée à Mhm. côté. On touche vraiment la forêt domaniale. Et là, quand on arrive dans une forêt, avant de faire des actions, on observe. On ne va pas faire des actions comme ça. Déjà, on connaît la forêt parce qu'on a fait l'expertise avant de l'acheter, mais on va observer ce qui va se passer pendant 1 an ou 2. Il y a des saisons en France, on a la chance d'avoir 4 saisons. Et ben, la forêt ne va pas travailler pareil d'une saison à l'autre. Et sur 2 ans, on va voir un petit peu comment se comporte cette parcelle-là. Est-ce qu'on est en bon état sanitaire? Est-ce qu'il y a un mélange d'essence? Est-ce que cette essence qui est en place, on sait par des études scientifiques qui sont très, très fournies, documentées aujourd'hui. On a des logiciels qui sont très précis pour nous dire cette essence-là, à cet endroit précis, et ben dans 10 ans, elle n'existera plus. Avec le réchauffement climatique, elle Mhm. ne va pas pouvoir subir en fait cette différence de température. C'est vrai pour le chêne pédonculé. Savez-vous qu'un chêne pédonculé, donc c'est les gros chênes qu'on voit Mhm. dans nos forêts, Très majestueux. très majestueux, a besoin de 500 litres d'eau par jour. 500 litres d'eau par 500 jour. litres d'eau par jour. Alors cette année est magnifique, il a plu beaucoup, alors c'est peut-être pas bon pour le tourisme, mais c'est quand même très très bon pour la forêt. Et on a vu que les 3 dernières années, donc on a eu vraiment des canicules successives, et là on a des chênes qui sont dépérissants. Donc dépérissants, ça se traduit par une descente de cime, on voit les feuilles redescendent et arrivent à la moitié de l'arbre. Donc là c'est fini, on sait que même s'il y a beaucoup de résilience sur le chêne, on sait que dans les 20-30 ans, il va dépérir. Donc celui-là, tant qu'il est, on peut exploiter, tant qu'il a une valeur, on va l'enlever. Et à la place, on va mettre peut-être un chêne Cécile qui, lui, aura besoin que 300 litres d'eau, ou alors une autre essence, puisqu'on va faire des analyses de sol qui vont nous dire exactement ce qu'il faut qu'on mette. Mais c'est quand même un pari, on fait toujours un pari à 50 ou 100 ans. Alors vous travaillez sur le temps long, ça on l'a bien compris, hein, parce que 2 ans d'observation d'une forêt, et c'est un travail extrêmement méticuleux, euh, Oui, très oui, précis, hein. c'est de la haute couture en fait. On va faire une sylviculture à l'arbre. Donc, on a une méthode de sylviculture sans rentrer dans des choses très techniques, mais la sylviculture mélangée à couvert continu, c'est-à-dire qu'on a un mélange d'essence sur la même parcelle, mais un mélange aussi entre un équilibre entre feuillus et résineux. On n'aura pas que des résineux, que des feuillus. Donc on va essayer d'avoir un mélange. Alors, c'est pas 50-50 forcément, ça va dépendre de la station, mais Mhm. on fait un mélange d'essence. Ça c'est très très important. Je pense que l'émission a passionné notre auditoire. N'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le site maif.fr, hein, si vous souhaitez investir dans la forêt ou poser vos questions. Les questions auxquelles on n'a pas pu apporter de réponse seront traitées, hein, rassurez-vous. Et puis, bon, je vous remercie l'un et l'autre parce que ça a été passionnant. On vous remercie et on vous dit à très bientôt.